à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Aujourd'hui j'accueille Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ta pratique en quelques mots? Alors, moi je suis fasciathérapeute, c'est-à-dire une thérapie manuelle qui va travailler sur les fascias. Ce sont donc un des éléments du corps qu'il va falloir expliquer. Parce voilà, que exactement, c'est pas ce que très j'allais bien dire. connu. Oui, c'est vrai. Mais avant d'expliquer ce que sont les fascias, je vais dire que je suis partie d'une formation de kinésithérapeute. D'accord. Que j'ai pratiquée pendant un peu plus de 10 ans avant de trouver des limites à cette technique. Et c'est parce que j'en ai eu un petit peu marre de soigner des genoux, des épaules et des dos, et que j'ai eu envie de soigner des gens entiers, que j'ai choisi cette technique qui est assez cousine de l'ostéopathie, on va dire. Ouais. Mais qui s'adresse très spécifiquement à ce tissu du corps humain qui s'appelle le fascia ou les fascias. Oui. On peut dire les deux puisque on le trouve absolument partout dans le corps. C'est une continuité de tissu de la tête aux pieds et de la profondeur vers la surface ou inversement. D'accord. Donc on distingue plusieurs parties de ce fascia, mais au final il est unique. C'est une structure unique. C'est une structure qui est dans l'épiderme de la peau? Alors c'est une structure qui va vraiment aller de la cellule à la personne entière. Ah donc, oui, c'est pour donner une image concrète sur tous les gens qui ont déjà vu de la viande, ont déjà vu du fascia, notamment par exemple sur un blanc de poulet pas cuit, on peut apercevoir parfois une petite membrane un petit peu nacrée, glissante à la surface du muscle, puisque ce qu'on mange c'est le muscle, et ça c'est du fascia. C'est une enveloppe, c'est à la fois ce qui va servir d'enveloppe, de contenant pour les muscles, mais également pour les os, pour les organes, pour les vaisseaux sanguins, pour c'est pas absolument autour de soi. Toutes les structures du corps sont entourées de fascia. Et ça va également servir à communiquer entre les éléments, parce que ça va relier les éléments entre eux. C'est-à-dire que fascia, on appelle ça aussi le tissu conjonctif. Conjonctif parce qu'il fait la connexion entre les différents éléments du corps. Y a une image aussi qui peut donner une vision un peu schématique de ce que c'est. C'est quand on coupe en deux une orange. On se rend compte que donc il y a la peau de l'orange qui entoure. Il y a une peau blanche à l'intérieur qui entoure un peu amère, tous les quartiers de l'orange. Donc ça, c'est déjà du fascia. Oui. Mais ça pourrait aussi être considéré comme du fascia, la petite peau transparente qui sépare chaque quartier de l'orange. Et on peut également considérer comme du fascia la partie qui enveloppe chaque petit grain de pulpe. Voilà, donc du cellulaire au macroscopique. On est tout est relié par le fascia. Incroyable, en effet. Donc ça, c'est un champ incroyablement grand. C'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas encore très connu parce que qui n'est étudié que depuis quelques dizaines d'années et qui n'a pas encore vraiment livré tous ses secrets. On sait par contre que c'est un tissu qui va servir de protecteur, d'amortisseur de choc par exemple. D'accord. Et c'est là où moi je vais intervenir en tant que fasciathérapeute, c'est que c'est un tissu donc, qui amortit les chocs physiques mais également émotionnels, qui va aussi être impacté par toutes les grosses émotions qu'on peut ressentir et qui, sous le coup de chocs trop nombreux, trop répétés, ou d'un seul choc mais trop violent, va se crisper, se rétracter et va perdre de son mouvement. Et là, ça va impacter vraiment tout l'organisme puisque, comme je disais tout à l'heure, il fait le lien entre les différents éléments du corps. Donc on imagine bien que s'il y a un endroit de l'organisme où ça fonctionne moins bien, ça va impacter, ça va tirer sur tout le reste. Et puis, si tu parlais de communication et d'échange, du coup, la communication ne peut pas se faire correctement. Tout à fait, voilà. Et donc, ce manque de mouvement et ce manque de communication entre différents éléments du corps, c'est ce qui va provoquer des douleurs et des pertes de mobilité. Donc, les gens qui viennent te voir,
souvent ils viennent parce qu'ils ont un mot quelque part, Voilà. un mal quelque part, et, ou une rigidité, non? Oui, c'est ça. Soit ils se sentent raides. Alors, ça va souvent ensemble. Hein. Ouais. Ça va souvent ensemble. Quand on perd du mouvement, c'est souvent soit parce qu'on a mal, soit à force d'essayer d'aller dans ce mouvement, on va se faire mal. Il faut savoir qu'une fois qu'on ressent une douleur, ça veut dire que notre corps a déjà fait plein de petits ajustements, plein de compensations. C'est vrai. Qu'on ne perçoit pas toujours. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à se dire, non, là, toutes mes compensations, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est autre chose, là. On a mal. Parce qu'il y a une contrainte, il y a une sollicitation excessive de certains endroits qui vont créer une inflammation, qui vont créer un blocage et qui vont devenir douloureux. Donc, il faut savoir que notre corps, il a déjà fait beaucoup d'efforts d'adaptation avant qu'on ressente la douleur. C'est pour ça que ça peut parfois mettre un petit peu de temps avant de se réguler et que c'est rare qu'en une séance comme ça, en un claquement de doigts, on arrive à résoudre des problèmes, surtout s'ils sont installés depuis plusieurs années. Mais oui. Donc toi, ta formation de kiné, ça te permet quand même d'avoir beaucoup d'informations sur la structure du corps, sur les appuis, sur... oui, ça t'aide énormément. Oui. Ça complète beaucoup cette formation. De toute façon, alors, la méthode... que j'ai apprise moi en fasciathérapie qui s'appelle la méthode Danny Bois du nom de son concepteur qui est kiné à l'origine puis ostéopathe et qui est allé chercher encore plus loin d'autres techniques. Donc cette méthode là la formation n'est accessible qu'au kiné ou au médecin, c'est-à-dire qu'il faut une connaissance de base en physiologie, en anatomie, en pathologie, traumato, etc. Il faut déjà avoir ces connaissances-là pour aborder la fasciathérapie qui, au final, va être un peu une spécialisation. D'accord, ok. Je crois qu'il y a un cursus pour les ostéopathes aussi maintenant, c'est-à-dire qu'il faut être soit kiné, soit ostéo, soit médecin, avoir cette connaissance de base et aller approfondir encore son sujet en traitant le fascia. D'accord, ok. Et comment t'en es venu, toi, à aller vers le fascia? Comment c'est venu cette idée? Parce que, comme tu disais, c'est pas très connu. Donc, t'es kiné, tout ça, tu vois bien que t'arrives au bout de quelque chose, t'as envie de renouveau, hein, il y a un peu de renouveau, de globalité, de prendre en charge des gens de manière holistique. De manière holistique. Et en prenant des renseignements sur les formations d'ostéopathie, je discute avec une ancienne collègue kiné avec qui j'ai fait mes études de kiné et qui me parle de cette formation-là de fasciathérapie qu'elle a découvert. Et quand elle m'énumère un petit peu les tenants et les aboutissants de la chose, je me dis, mais c'est ça qui me parle. Voilà, exactement. Ça me correspond, ça me parle. Et en commençant la formation, je me rends compte que ce qu'on m'apprend, c'est des choses que j'ai déjà commencé en tâtonnant à expérimenter par moi-même. Et je me dis, ça y est, je peux enfin mettre un mot, une explication sur ce que j'essaye de ressentir, sur ce que j'essaye de faire sur mes patients, pour donner un exemple concret, aller travailler sur l'abdominal, le viscéral, pour des gens qui ont des pathologies lombaires, qui ont mal au dos, qui ont un lumbago. Et d'avoir passé je ne sais combien de séances de kiné à faire du massage, des étirements, des choses sur le dos pour détendre et ne pas avoir de résultats flagrants et aller relancer le transit, aller travailler sur l'intestin, aller travailler sur la sphère urogynécologique et avoir des résultats flagrants en une séance alors qu'on traîne depuis des mois. Ou un autre exemple, quelqu'un qui a mal au genou, alors on fait des séances sur le genou, on fait des massages, on met des électrodes, on met ci, on met ça. Et on ne pense pas à aller voir si sa cheville est bloquée ou si sa hanche est bloquée ou si ses cervicales sont bloquées. Et voilà, de trouver des correspondances comme ça, de dire on va essayer d'aller voir un peu ailleurs. Là, on patine sur une pathologie qui passe pas, on fait tout ce qu'on peut. Peut-être qu'il faut élargir un petit peu sa vision, qu'il faut aller voir plus loin, qu'il faut aller voir plus global et arriver comme ça à résoudre des choses qui traînent depuis des mois. Et ça, c'est très gratifiant et puis c'est très, très intéressant. Ça pour permet la personne aussi de pouvoir être soulagée quand ça fait des mois qu'on a mal. Et puis je trouve que ça... toutes les pratiques que vous retrouvez sur notre chaîne Ressource-toi Normandie. Et en fait, ce que ça vient nous dire, c'est qu'on doit vraiment ouvrir notre regard sur notre propre corps, de le voir comme une mécanique complète
et pas nous-mêmes quand on a mal. Toi, quand tu expliques ça, ben moi, ça me fait dire que oui. Des fois, moi, j'ai mal au dos, je vais regarder que mon dos, je vais regarder mon lit, je vais regarder quel oreiller, nanana. Mais en fait, c'est peut-être pas le dos. Peut-être que c'est le ventre, ou c'est mes genoux, enfin bon, bref. Exactement. Et donc, en tant que praticien, toi, que tu développes, tu ouvres ta pratique à ce regard-là, holistique. Oui. Mais du coup, tu permets aussi aux patients de se regarder avec ce regard holistique. Ouais. C'est là où, en fait, c'est ce qui me manque, moi, dans la médecine au sens large actuelle. C'est vraiment cette vision globale de l'individu, d'arrêter de couper les gens en petits morceaux. Oui. Et là où je vais aussi un petit peu à l'opposé de choses qu'on nous enseigne depuis tout petit, écoutez-vous. Écoutez-vous. On dit oui, il faut pas s'écouter, il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Bah si, en fait, il faut s'écouter et il faut se faire confiance. Je vois beaucoup trop de gens arriver ici et me dire, j'ai l'impression que, alors mon épaule, c'est depuis que j'ai eu telle ou telle chose qui paraît n'avoir rien à voir. Et parfois, alors, je vais pas faire de généralité, mais parfois, d'être déjà allé voir le médecin qui a dit, non, ça n'a rien à voir. Bah, en fait, si c'est votre corps, c'est vous-même, vous avez la perception, la sensation que c'est lié, faites-vous confiance, écoutez-vous. Et n'essayez pas de mettre de côté le « ça va passer »,« oh oui, j'ai mal, mais ça va passer ». Plus on attend, plus ça s'installe. Et plus c'est long aussi à désinstaller des fois. Moi, je sais que c'est ce que j'essaye aussi de mettre en place avec les gens que je connais depuis longtemps. C'est de faire des séances de prévention. Ah oui. Mon but ultime, je dirais, c'est de ne voir entrer dans mon cabinet que des gens qui me disent « bon bah, on avait pris rendez-vous à l'avance, donc je suis venue, mais tout va bien ». Formidable. Donc on va Ils s'installent sur la table et moi, je peux remettre un petit peu, rabaisser les niveaux de tension qui sont en train de s'installer, qui ne sont pas encore perceptibles, parce que le corps est encore en train de compenser, il a encore des ressources pour compenser. C'est intéressant. Je permets de répartir ces tensions qui sont en train de s'installer à droite à gauche et la personne repart et reste confortable pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois selon son histoire et selon ses pathologies, plutôt que de voir quelqu'un qui vient en disant « ah, ça fait 6 mois que j'ai mal, j'en peux plus, je viens ». Bah là, il va me falloir 3, des fois 4, 5 séances avant d'arriver à soulager, alors que quand on vient soit au tout début d'une douleur, d'une gêne, d'une impression de limitation, de choses comme ça, soit en préventif 2-3 fois par an quand tout va bien, un peu plus quand il y a des pathologies qui sont déjà installées. Je trouve que c'est quand même plus intéressant. Et comme tu disais tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir des gens qui prennent soin d'eux-mêmes, qui s'écoutent et qui vont partager aussi avec les autres leur nouvelle connaissance de leur corps. Et je dis de leur corps, mais de leur individualité, parce que notre corps, c'est nous-mêmes, et nous-mêmes sommes notre corps. Arrêtons aussi de le voir comme une machine qui doit fonctionner. Oui, c'est ça, mécanique. Mécanique. Oui, tout à fait. Alors attends, je reprends mes petites questions, moi. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie pour toi, personnellement, tout ça? Ça a dû changer ton regard, j'imagine, parce que voilà, tu t'es kiné, tu entres dans une formation qui t'ouvre un regard qui est incroyable sur le corps. Ça ouvre effectivement pas mal de perspectives. C'est notamment cette ouverture qui m'a donné envie de créer et d'intégrer ce collectif de praticiennes qui est l'Aparté, pour aller encore plus loin dans la prise en charge globale et proposer aux gens qui viennent me voir, qui ont une problématique qui n'est pas de mon ressort. Parce qu'il faut être clair, on a beau traiter la globalité de l'individu, on ne peut pas tout régler en fasciathérapie, tout comme on ne peut pas tout régler en ostéopathie, pour rester sur les techniques qui ont plus de rapport au corps, tout comme on ne peut pas tout traiter en hypnose ou toutes les autres pratiques qui sont proposées ici. Mais par contre, on peut orienter les gens. Et quand on fait partie d'un collectif comme ça, de praticiennes qui ont des techniques très complémentaires,
qu'on connaît, qu'on a expérimenté nous-mêmes, les unes les autres, c'est beaucoup plus facile d'orienter les gens vers quelque chose qui peut les prendre en charge dans leur globalité et qui peuvent aller débloquer un traumatisme émotionnel qui est coincé dans le corps, mais qui a besoin aussi d'une autre façon pour s'exprimer, pour ressortir, que ce soit la kinésiologie, l'hypnose, des soins plus ou moins énergétiques, plus ou moins terre-à-terre. On va avoir vraiment une amplitude de propositions. Et surtout, encore une fois, je reviens sur le côté unique de chaque personne. Il y a des gens à qui ça va correspondre et puis d'autres non. C'est-à-dire que moi, j'aime bien travailler sur 3 séances pour quelqu'un que je ne connais pas au départ. Parce que on va, en fasciathérapie, on va initier des processus. On va lancer quelque chose, on va lancer un cheminement, on va proposer à l'organisme des nouvelles façons de fonctionner. Donc on va l'orienter. La deuxième séance, on va rétablir, voir ce qui s'est passé. Si ça va déjà beaucoup mieux, on sait qu'on est sur le bon chemin, on continue et on installe la chose. Si les réactions ne sont pas celles espérées, on va pouvoir rediriger un petit peu la proposition pour s'adapter vraiment à la personne. Et au bout des 3 séances, si l'effet escompté n'est pas là, on va se dire peut-être que là, il y a quelque chose qui n'est pas de mon ressort, peut-être qu'il faudrait plutôt orienter vers tel ou tel collègue, ou alors on est bien et il faut en rajouter encore un peu, on continue, ou alors on est bien et puis revenez me voir dans 2-3 mois pour qu'on fasse le bilan. Et dans tout ce parcours que tu as décrit là, est-ce qu'il y a un livre ou un film ou une rencontre qui a été pour toi majeure, qui t'a inspiré, qui a ouvert ta conscience Alors, en tant que, pas forcément sur le fascia, mais dans ton accompagnement à la personne, tu vois, plus globalement aussi... Alors, je pense essentiellement à des choses qui concernent le fascia, parce que c'est une découverte tellement importante. Il y a un film, un documentaire, reportage, qui s'appelle « Promenade sous la peau ». D'accord. C'est Arte, non, qui a fait ça? Alors, il y a eu un documentaire sur les fascias sur Arte. Je ne sais pas si c'était celle-ci. Là, c'est... donc, Promenade sous la peau, c'est par le professeur Guimberteau, qui est un des premiers chirurgiens à avoir expérimenté la vision... in vivo du fascia. Parce qu'une des raisons pour lesquelles le fascia est très mal connu, c'est que quand sur un corps mort ne se manifeste pas de la même façon, on ne voit pas son mouvement, on ne voit pas son adaptabilité, on ne voit pas tout ce qu'il est capable de faire. Et en chirurgie, quand on ouvre quelqu'un pour l'opérer, parfois, la plupart du temps, il faut aller très vite. Donc ça fige le mouvement du fascia, on peut pas le voir fonctionner. Le professeur Guimberteau a pu expérimenter ça en ouvrant quelqu'un et en laissant le temps sans intervenir, sans venir agresser, pour voir ce qui se passe et de voir vraiment la réaction, comment ça bouge à l'intérieur, de se rendre compte de ce mouvement interne qui est très mal connu. Donc ça, c'est un documentaire qui explique ça et qui montre ça en images. Et le fait de voir ce tissu se transformer... toi, ça a été quelque chose d'important. Et c'est magnifique. C'est magique. C'est magique. Et ça explique beaucoup de choses. Tu peux le trouver en ligne, ce documentaire-là? Oui, il me semble. Alors, il faudrait que je revérifie, mais oui. Promenade sous la peau du professeur Guimberteau, c'est quelque chose... Ça donne envie de regarder. Qui donne envie d'être partagé avec tout le monde. Et qui est accessible, en plus, à tout le monde. C'est pas des termes extrêmement scientifiques. Tout le monde peut y trouver son intérêt. Alors, si tu avais un message à donner à l'humanité, à ceux qui nous écoutent, quel serait-il? Eh bien, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de prendre de la hauteur, de changer son point de vue, d'essayer de voir les choses d'une autre façon que celle qu'on a l'habitude. Ça peut être se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour comprendre son comportement. Ça peut être changer d'endroit, changer de point de vue, ouvrir son esprit, essayer d'accepter qu'il peut exister des choses qu'on ne comprend pas. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles n'existent pas. Et puis se faire confiance. Ok, merci. Merci Chloé. Merci. N'hésitez pas à liker, partager,
abonnez-vous. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Au revoir.